Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Improcédé Critique, petite vidéo qui n'était pas prévue car je ne suis pas allé voir une autre nouveauté en salle. C'est pas la meilleure semaine disons en termes de sortie et j'ai décidé à la place de revoir un film de Bertrand Blier pour lui rendre hommage puisqu'il nous a quittés il y a quelques jours, après David Lynch, ça fait quand même beaucoup pour ce début 2025 et j'ai décidé de revenir sur ce qui est pour moi en tout cas à date son chef-d'œuvre. J'ai vu pratiquement tous les Blier importants, à part Trop belle pour moi. J'ai vu aussi Calmos, mais j'en ai pas parlé, mais j'ai évoqué quasiment tous les autres, on va dire, réputés. Buffet froid, donc, ici, dont il est question, sorti en 1979. Ce n'est que la deuxième fois que je le visionne, mais la première, c'était d'ailleurs en famille, en vacances. Ça m'avait fait un choc assez incroyable. Ce film, il m'avait happé. Donc je me demandais si le revisionnage allait me faire le même effet. Au casting, nous retrouvons la fine fleur du cinéma français en tant qu'acteur, à l'époque et même après ou avant d'ailleurs, Gérard Depardieu, qui était déjà un habitué du cinéma de Monsieur Blier, le papa, Bernard, qui est là, et c'est sa troisième et dernière apparition dans le cinéma du fiston, Jean Carmet aussi, Michel Serrault qui est là au début, alors pas crédité parce qu'à l'époque il n'était pas prévu, puis il a remplacé un acteur au pied levé là, scène d'introduction remarquable, citons aussi les présences de Carole Bouquet à la fin pour son deuxième rôle, elle qui venait de chez Louise Buñuel, peut-être qu'il y a une collection, Geneviève Page, Jean Rougerie qui est là au départ, Jean Benguigui également à la fin qu'on reconnaît bien, et Liliane Revière qui interprète l'épouse au départ d'un personnage, Alphonse Tram, joué par Gérard Depardieu, qui arrive donc dans une station RER de la Défense qui à l'époque était, je crois, en fin de construction. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que le film joue beaucoup sur cette architecture et ces lieux, ces nouveaux lieux de Paris et de sa région, qui forcément aujourd'hui n'ont plus la même gueule, puisqu'ils sont ultra occupés, habités, etc. Bref, un inconnu, un peu marginal visiblement, qui a un couteau, qui est chômeur, qui s'appelle Alphonse Tram, c'est marrant, il s'appelle Tram, il arrive dans une station RER, on peut toujours s'amuser là-dessus, qui rencontre un comptable, donc joué par Michel Serrault. Bon, les deux, à leur manière, s'ennuient, attendent, c'est le soir, très tard. Et Tram va discuter avec le comptable qui n'a pas envie de compagnie, mais il force Tram. Voilà. Et plus tard, on retrouve ce comptable donc avec le couteau d'Alphonse, planté dans le corps, comme ça. Et oui, vous l'avez compris, c'est du cinéma de l'absurde, parce que c'est clairement ça, Buffet froid. Voilà, reprenez le couteau, tout ça, il meurt, laissez-moi mourir, tranquille, etc. Donc Alphonse, oui, hop, il a le couteau, et puis il rentre chez lui. Dans une tour, sans vie, c'est vraiment dans ces nouveaux bâtiments-là, où il est le seul à vivre avec son épouse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres habitants. Pas là, déjà, vous voyez le lieu. C'est comme si on était dans une sorte de purgatoire en soi. Sauf qu'à un moment, si, il va avoir un voisin du dessus, qui est joué par Bernard Blier, qui est flic, l'inspecteur Morvandiou. Un flic particulier quand même, parce qu'il ne va pas forcément s'intéresser aux assassins de la manière qu'un flic s'en intéresserait, c'est-à-dire à les arrêter. Il va limite les adouber et peut-être lui-même être une forme d'assassin, car tout va être un petit peu retourné là-dessus. Va débarquer un vieil assassin, justement, qui a tué la femme, parce qu'à un moment elle meurt très vite, d'Alphonse, qui se repent, mais pas vraiment, joué par Jean Carmet, ce monsieur. Et ils vont former un trio, ceux-là, un trio, ouais, d'assassins d'une certaine manière, à certains degrés, parce qu'on le sent qu'Alphonse, même si c'est hors champ d'une façon ou d'une autre, et qui est dans le déni, mais il a probablement tué le comptable au départ. Enfin, c'est dans la réécriture, si on veut remettre dans une forme de réalité. Et ces trois-là vont vivre pas mal de péripéties, avec une autre femme, quelqu'un qui demande à se faire tuer par un stratagème, tout ça. Bon. Et à un moment, l'ennui les guette quand même. Et l'étouffement d'une certaine façon. Et donc, la conclusion, le dernier acte va se terminer dans la nature. Où là aussi, c'est très vide, c'est très personnage perdu dans les décors. Et ça va se terminer en forme de boucle du début, mais j'en dis pas plus. Bon. Oui, comédie de l'absurde. Un absurde très Blier, on va dire, pour le coup, parce que ce film a beaucoup inspiré, mais il reprend aussi de beaucoup de choses, fatalement. Et évidemment, alors déjà à l'époque, mais je l'ai vu avant, au poste ou après, je ne sais plus d'ailleurs, parce que j'avais déjà lancé la chaîne quand je l'avais vu. Mais bon, comme j'étais en vacances, je me suis dit, et puis pour ce film-là, c'est pas plus mal, que j'en reparlerai plus tard. Et ouais, Quentin Dupieux, c'est un de ses films de chevet, c'est clair. Il y a un autre film avec Michel Serrault qu'il aime beaucoup, c'est Garde à vue. D'ailleurs, au poste, vous prenez Buffet froid et Garde à vue,
avec la sauce Dupieux en plus, et du Buñuel, pour le final, et c'est ça. Ça ne veut pas dire que Quentin Dupieux ne fait que des emprunts, il a son cinéma. Lui, j'adore Quentin Dupieux, vous le savez, par rapport à sa mise en scène, ses thèmes et ses moments un peu étranges, qui en raconte beaucoup plus que lui-même ne veut l'avouer parfois. Eh ben, Buffet froid, c'est exceptionnel, en fait. Alors, ça tient le rythme d'une façon assez miraculeuse. Je ne vais pas dire que le deuxième visionnage est forcément mieux que le premier, c'est autre chose. C'est-à-dire que le premier, voilà, tu te plantes devant le truc et tu prends, quoi. Tu sais pas trop ce qui se passe, mais tu ramasses ton petit cerveau à la cuillère, enfin, son cerveau à la petite cuillère arrivé au bout. Là, c'est pas que tu essayes de comprendre, en fait, ça paraît très limpide dans l'absurde. On n'est pas trop dans le surréalisme, on n'y est même pas vraiment là. On est dans une sorte de théâtre de l'absurde. D'ailleurs, il y a des scènes très théâtrales en soi, hein, où la caméra est posée. Et on pourrait imaginer des scènes, notamment dans la chambre à coucher, là. Mais on est dans une sorte d'héritage de Buñuel. Il y a du Buñuel là-dedans, le charme discret de la bourgeoisie surtout. J'ai pas vu le Buñuel où Carole Bouquet joue juste avant. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a une tentative? Est-ce que Blier l'a prise d'ailleurs dans son film par rapport à ça? J'en sais rien. Mais il y a cette tentative-là, mais c'est vrai que plutôt théâtre de l'absurde, en mode... on les voit, les personnages, en mode Beckett peut-être, on attend. Et puis il va se passer ou il va pas se passer ce qui doit se passer, ou il se passera pas ce qui aurait pu se passer. Et après on rentre dans une sorte de délire, mais dans une réalité. C'est-à-dire que Blier, bon, a réalisé ce film parce que il a eu une idée, après avoir fait un rêve récurrent avec des flics qui débarquent là, et il a écrit le truc en 2 semaines. Alors ça c'est aussi la technique Dupieux sur Yannick, je crois que c'est le film qui avait été tourné en 2 semaines, je pense qu'il n'a pas eu une écriture beaucoup plus longue. C'est-à-dire on va très vite, on pose sur une base et tac, 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 puis on tourne et puis c'est hop, emballé, c'est pesé. Il a pu se permettre cela, Blier, parce qu'à l'époque il sortait de Préparez vos mouchoirs, qui a eu un immense succès, notamment qui a eu un Oscar, meilleur film étranger. Donc là, il a eu carte blanche et il fait ça. Ça a un peu désarçonné tout le monde, hein. Alors, avec le recul, c'est probablement son œuvre sommet. Voilà. Ah, les valseuses aussi, mais j'aime moins les valseuses, parce que là on est dans le Blier moins polémique, moins... on sent qu'il veut provoquer. Là, c'est pas ça. T'as un truc qui... Je parle de la réalité, parce que c'est très réaliste, et je pense qu'il y a une philosophie dans ce film. Et donc, ce cinéaste qui vient de nous quitter, là, il pose les bases. Alors, il a ce côté misanthrope, un peu quand même, hein, des choses. Là, on sort de la misogynie, même si le personnage féminin... Enfin, 2 des 3 personnages féminins, parce que le dernier rattrape un peu le tout, sont un peu... Voilà, sous la jambe, mais le propos est dans la déshumanisation. Et en fait, là, comme on est dans une réalité, vous savez, les cauchemars qu'on fait, les rêves, ils ont toujours un ancrage pseudo-réaliste, où tu sais que c'est un rêve, et c'est bizarre, mais il y a quelque chose de palpable, souvent. Là, c'est pareil. Et il utilise ces décors nouveaux de l'époque, la Défense, notamment, magnifiquement filmé, sorte de ville, un peu de banlieue autour, près de Créteil, je crois, Boissy-Saint-Léger, j'ai un peu vu là, sur les... D'ailleurs, Boissy-Saint-Léger, c'est pas forcément loin de là où je suis, sur ma ligne du Transilien d'ailleurs. Enfin non, c'est de l'autre côté, du coup, enfin bon bref, je confonds avec un autre Boissy, il y a beaucoup de Boissy dans la région parisienne. Boissy avec un B, pas Poissy. C'est des trucs qui étaient en construction, qui, voilà, et ça manquait d'humanité, et c'est vrai que ce sont des... Ça a créé des endroits où c'est pas forcément très beau. Enfin, c'est beau peut-être architecturalement, mais les gens ont du mal à y vivre en étant heureux. Hein. Là, avec cette tour extraordinaire, et en fait, on a des gens qui s'ennuient, qui sont seuls, qui sont marginaux, qui sont pas bien, et qui tuent, du coup, pour vivre. Parce que c'est un peu ça. Il y a une sorte d'existentialisme par défaut et inversé, comme le film est d'ailleurs en mode inversé de la logique. Désolé, ça me gratte. Hein. Si je fais ça depuis tout à l'heure, c'est que j'ai un petit truc qui me gratte derrière, c'est pas grave. Hein, c'est partie de mes nombreux tics en impro cinécritique, vous le voyez sur mes vidéos. Je fais ça avec mes cheveux des fois aussi, oui, je le sais. Bref, je vais pas faire méta non plus sur mes propositions visuelles qui sont très médiocres par rapport à ce cinéma-là, évidemment. Mais oui, il y a un ancrage là qui montre l'entrée dans une sorte de nouvelle société. Alors déjà un peu vieux jeu, un peu réac d'une certaine façon, bien sûr, mais il en tire une comédie noire, sombre, farfelu, absurde, qui reste quand même, voilà, très dark quand même, avec des dialogues ciselés, avec des acteurs, mais on va dire utilisés à l'extrême de leur top. Meilleur rôle peut-être de son papa, là. Peut-être, voilà, avec les tontons flingueurs si vous voulez, mais bon, d'autres, hein. Gérard Depardieu qui... c'est un rôle pour lui, d'ailleurs, il a été écrit, c'est Depardieu, pour oublier, le personnage c'est Depardieu. C'est une
forme de Depardieu, un peu voyou, un peu décalé et tout, avec son couteau, parce qu'il avait toujours... C'est même pas le couteau de Depardieu qu'il utilise par moment, on n'en sait rien. Et Michel Serrault, aussi au début, ça lui va super bien, un Carmet un peu décalé dans sa perdition. Et donc vous avez ce discours sur la société. Et il isole les personnages donc dans ces lieux. Que ce soit clos, hein, parce qu'il y a des moments, c'est trop grand pour eux. Même à l'intérieur, à cette petite table où ils mangent le cassoulet, ils boivent du vin. C'est filmé parfois de loin comme ça, et autour c'est un peu de bazar. Il n'y a rien, il n'y a pas de lieu de vie dans ce film. Même la nature à la fin, ça fait pas vraiment la vie. Voilà. C'est plutôt des lieux de mort. Donc la mort rôde et on tue. On tue peut-être pour tromper la mort, parce que la mort sera là, et qu'en injectant cette mort subite de certaines personnes, au moins on a une existence. Il y a un personnage qui, par exemple, tue alors que des femmes, parce que hop, il croit entendre un petit oiseau quand elle meurt, il a besoin d'ailleurs, il a besoin de respirer. Et donc, que ce soit à l'intérieur, ces tours, ces grands espaces urbains, ou même la campagne à la fin, ils sont paumés là-dedans. C'est des gens paumés dans la vie, paumés dans leur existence, paumés donc dans là où ils vivent, où ils vont, et hop, hein, ça tue, un tour de bras, etc. Et il n'y a pas de musique, c'est pesant, ça c'est génial. En fait, vous avez deux choses qui sont extraordinaires, au-delà donc des décors, etc., et des plans. Il y a l'absence de musique, à part la musique de chambre au moment qui est en rapport au personnage de Bernard Blier, et puis la conclusion qui reprend la musique de chambre, enfin le générique, hein, je veux dire, et le montage. Parce que le montage, il est fort, il est extraordinaire. Alors c'est sa monteuse, hein, Claudine Merlin, qui utilise ces procédés-là pour faire durer les scènes. Voilà, bon, sous la direction de Blier. Mais il y a parfois comme des jump cuts. Vous avez, hop, vous finissez une scène, vous en commencez une autre qui est presque dans une continuité, mais ailleurs dans un autre lieu ou dans une autre situation. Et ça donne une sorte de malaise particulier. Tu laisses planer comme ça sur la durée, puis paf, tu passes ailleurs. Et tu sors... voilà, il n'y a presque pas de transition parfois. Ça, c'est génial, parce que ça fonctionne entre donc ce côté sans bande son et ces trucs de montage-là, ça fait partie du rythme, qui fait que... Et après, tu oublies les récits, parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, mais il y a quand même une histoire, mais il n'y a pas d'histoire. C'est psychologique, tout ça. On a l'impression d'être dans un cauchemar. D'ailleurs, le début est clair, hein, Depardieu, son personnage, il le dit, il a l'impression d'être dans mon cauchemar. En fait, on est dans une sorte de purgatoire, qu'est la vie. Cette vie dans cette société-là, dans ce monde qui est en train de se construire, ce monde nouveau, où les gens, finalement, essayent d'avoir des pulsions de vie, que ce soit par des meurtres, il y a un viol aussi, hein, voilà, et puis on essaye de coucher à droite, enfin, vite fait, quoi, à un moment, bon... Et on n'y arrive pas. D'ailleurs, il y a un moment où ils vont prendre un truc de SOS médecin, ils vont dans un endroit où c'est la bourgeoisie absolue, c'est peut-être du Buñuel à ce moment-là. Bon bref, c'est quand même, pour moi, en tout cas de ce que j'ai vu, hein, je le répète, mais bon, le plus grand Bertrand Blier, je ne pouvais pas donc ne pas mentionner ce film pour lui rendre hommage, en espérant que ces prochaines semaines et mois soient calmes en termes de disparition de grands noms du cinéma. Parce que là, c'est vrai que c'est assez cher en ce début d'année. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film de Bertrand Blier, si vous voulez lui rendre hommage à votre façon en commentaire, bien évidemment. Grand buffet froid, d'ailleurs, ne cherchez même pas d'explication au titre, si ce n'est que c'est froid, et on a eu ici quand même un buffet exquis qu'on a pris quand même grand plaisir à dévorer, malgré une certaine pesanteur et froideur de l'ensemble. C'est ça aussi la force de ce film, qu'on aime vraiment voir, mais qui glace un petit peu aussi au-delà de l'humour et de l'absurde. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.